Un énorme astéroïde de plusieurs dizaines de mètres de diamètre fonce vers la Terre à travers l'immense obscurité cosmos. Préparez-vous à une terrible nouvelle. Il y a 72% de chances qu'il percute la Terre dans 14 ans, avec des zones d'impact potentielles en Amérique du Nord, en Europe du Sud et en Afrique du Nord, soit certaines des régions les plus densément peuplées de la planète. Les astronomes surveillent de près cet envahisseur de l'espace depuis quelque temps, mais il s'est maintenant trop rapproché du Soleil, et il sera impossible de le suivre au cours des 7 prochains mois. Bien sûr, il y a 28% de chances qu'il rate complètement notre planète, mais que se passera-t-il s'il touche dans le mille? Une dévastation et une destruction mondiale. Voilà ce qui nous attend. Des milliers de vies perdues, des milliards et des milliards de dollars de dégâts, des espèces entières rayées de la surface de la Terre, des villes et des villages en ruine, des champs et des forêts détruits. Est-ce là l'avenir qui nous attend? Vous pouvez vous rassurer. Il ne s'agit que d'un scénario hypothétique créé par la NASA pour se préparer à une telle situation. L'agence spatiale réfléchit à ce type de catastrophe depuis des années. Encore plus cool, elle organise tous les 2 ans des exercices de simulation d'impact d'astéroïdes pour mettre les scientifiques, les agences gouvernementales et les experts internationaux sur la même longueur d'onde. Le dernier a eu lieu en avril et a réuni une centaine de personnes. Lors de ces exercices astéroïdes, les experts font comme si un rocher spatial géant se dirigeait vers nous. Ils réfléchissent ensuite à toutes les questions épineuses qu'ils peuvent se poser, comme quelle est sa taille? Où pourrait-il frapper? Que devrions-nous faire? C'est comme une énorme séance de brainstorming pour s'assurer que si cela devait arriver, nous n'aurions pas à repartir de zéro. Pour que ces scénarios soient aussi réalistes que possible, on mobilise le centre d'étude des objets géocroiseurs de la NASA. Ce sont eux qui suivent les astéroïdes réels et calculent leurs orbites. Ils simulent donc des mois d'observation d'astéroïdes, avec des incertitudes sur leur taille, leur trajectoire et leur zone d'impact potentielle. Le genre d'incertitude qui rend la prise de décision beaucoup plus difficile et qui les plonge donc dans une simulation aussi proche du réel que possible. Si un astéroïde se dirigeait vraiment vers la Terre, ce ne serait pas seulement le problème d'un seul pays, mais de tous. C'est pourquoi cet exercice fait appel à des experts internationaux. En avril, ils se sont réunis pour la première fois. Ils ont travaillé aux côtés d'agences américaines telles que le Planetary Defense Coordination Office de la NASA et la FEMA pour déterminer comment le monde pourrait réagir à une telle crise, car l'impact d'un astéroïde aurait des conséquences désastreuses à l'échelle globale. La grande question est la suivante. Pouvons-nous réellement empêcher un astéroïde de heurter la Terre? Les experts envisagent 2 options principales. Premièrement, nous pourrions envoyer un vaisseau spatial pour recueillir plus d'informations. Si nous en savions plus sur la taille, la masse et l'orbite de l'astéroïde, nous serions en mesure de prendre de meilleures décisions sur la marche à suivre. La deuxième option consiste à essayer de dévier l'astéroïde. En gros, il s'agit de détourner l'objet menaçant de sa trajectoire pour qu'il rate la Terre. Cela peut sembler impossible, mais la mission DART de la NASA a déjà prouvé que c'était faisable. Il y a 2 ans, ils ont envoyé un vaisseau spatial percuter un petit astéroïde appelé Dimorphos, et ont réussi à modifier son orbite. Ce fut une grande victoire pour la défense planétaire. Mais des missions comme celle-là prennent énormément de temps à planifier, préparer et mener à bien. C'est pourquoi il est si important de repérer les astéroïdes dangereux le plus tôt possible. Actuellement, la NASA travaille sur un nouveau télescope appelé NEO Surveyor, dont le lancement est prévu en 2027. Contrairement au bon vieux télescope, NEO Surveyor est conçu pour détecter des astéroïdes dans les conditions les plus difficiles, y compris ceux qui orbitent près du Soleil. Il nous donnera une meilleure chance d'agir tôt et potentiellement d'arrêter un astéroïde avant qu'il ne devienne une menace. Si vous pensez toujours qu'un impact d'astéroïde est quelque chose qui relève de la science-fiction et que la menace n'est pas réelle, que dites-vous de ceci? Tôt le dimanche 21 janvier, un petit astéroïde d'environ 1 mètre de large est entré dans l'atmosphère terrestre et, heureusement, s'est désintégré au-dessus de l'Allemagne. Le système d'impact Scout de la NASA l'a repéré 95 minutes avant qu'il ne percute la Terre et a prédit exactement quand et où il arriverait. À 1h32, heure locale, l'astéroïde 2024 BX1 s'est transformé en une boule de feu incandescente visible jusqu'en République tchèque. Quelques petits météorites ont peut-être atterri près du site d'impact, à environ 60 km à l'ouest de Berlin. C'est seulement la 8e fois qu'un astéroïde a été détecté avant de heurter la Terre. C'est un exemple remarquable de la façon dont des outils tels que Scout nous aident à suivre les astéroïdes et à nous préparer à tout ce qui pourrait être plus gros. Autre exemple.
Le 4 décembre, un petit astéroïde a offert un spectacle de lumière époustouflant dans le ciel du nord-est de la Sibérie avant de se désintégrer sans danger dans l'atmosphère terrestre. La roche spatiale, d'environ 71 cm de diamètre, a été repérée quelques heures avant de percuter la Terre. Grâce aux observations d'astronomes du monde entier, un système d'alerte spécial a réussi à prédire l'impact à plus ou moins 10 secondes près. L'astéroïde est entré dans l'atmosphère terrestre à 1h15, heure locale. Les autorités ont été mises en alerte, mais aucun dommage n'a été signalé. Le système Atlas de la NASA a repéré la roche 12 heures avant qu'elle n'entre dans l'atmosphère. Il s'agit du 4e impacteur imminent, c'est-à-dire un astéroïde découvert dans les heures précédant son impact prévu, détecté cette année, et du 11e au total. Aujourd'hui, la Chine a également de grands projets en matière de défense planétaire. Elle travaille sur sa première mission visant à frapper un astéroïde, et celle-ci a un double objectif. Un vaisseau spatial s'écrasera sur l'astéroïde et l'autre restera en arrière pour étudier la situation pendant 1 an au maximum. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de protéger la Terre, mais aussi d'en apprendre davantage sur le système solaire. La cible est l'astéroïde 2015 XF261, un nom vraiment à rallonge, qui mesure également environ 30 mètres de large. Il est passé près de la Terre récemment, le 9 juillet, à 50 millions de kilomètres de nous. C'est vrai, c'est quand même assez loin. Mais ce voyageur de l'espace fonçait à une vitesse de 42 000 km/h, soit 30 fois la vitesse du son. La Chine va envoyer une sonde spatiale pour étudier l'astéroïde. Ils espèrent en savoir plus sur sa structure et sa composition, ce qui pourrait nous aider dans de futures missions de défense planétaire. Ensuite, ils prévoient de percuter l'astéroïde avec un autre vaisseau spatial pour tester l'impact, et la première sonde spatiale restera sur place pour observer les restes pendant 1 an. Le timing est essentiel pour ce type de mission. Cet astéroïde nous offre de bonnes opportunités d'études pour les années à venir. Ainsi, en mars et mai 2027, il passera à moins de 32 millions de kilomètres de la Terre. En avril 2028, il s'en rapprochera encore plus, à 21 millions de kilomètres. 1 an plus tard, en avril 2029, l'astéroïde passera à seulement 6,7 millions de kilomètres, ce qui en fera une cible de choix pour une telle mission. Une autre bonne occasion se présentera en avril 2030, lorsque l'astéroïde passera à 7 millions de kilomètres de notre planète. Pour vous donner un peu de contexte, la mission DART de la NASA visait autrefois un astéroïde situé à 11 millions de kilomètres, et le voyage a duré 10 mois. Les chefs du projet chinois doivent donc choisir le bon moment, en fonction du temps dont leur engin spatial aura besoin pour faire le chemin. La mission devrait débuter vers 2027, mais ce ne sera pas la première tentative de la Chine. En 2023, ils prévoyaient un test de défense planétaire avec un astéroïde différent, qui mesure également environ 30 mètres de large. On ne sait pas exactement pourquoi ils ont décidé de se concentrer sur un autre objet, probablement parce que le timing est plus favorable. La plupart des astéroïdes sont en fait des capsules temporelles datant de 4,6 milliards d'années, des vestiges de l'époque où le système solaire était en train de se former. Leur étude pourrait nous en apprendre beaucoup sur la formation des planètes, y compris la Terre. La Chine s'attaque donc à un projet qui combine la défense planétaire et la science spatiale pure. Elle fait assurément de grands pas dans le domaine de l'exploration cosmique. Imaginez un astéroïde si riche en métaux précieux qu'il pourrait faire de chaque habitant de la Terre un milliardaire. Ce n'est pourtant pas de la science-fiction, mais bien une réalité. Il s'agit de 16 Psyché, un gigantesque corps céleste métallique en orbite entre Mars et Jupiter. Son caractère exceptionnel ne tient pas seulement dans sa valeur astronomique, estimée à 10 trillions de dollars. Cet astéroïde recèle aussi des indices essentiels sur la formation des planètes rocheuses comme la Terre. En octobre 2023, la NASA a lancé la sonde Psyché pour explorer ce trésor cosmique. Elle devrait atteindre l'astéroïde en août 2029, et les astronomes espèrent en tirer des informations précieuses. Cette mission pourrait révéler non seulement l'abondance des métaux sur Psyché, mais aussi les processus qui régissent la formation des planètes. Mais qu'est-ce qui rend Psyché si unique? Découvert en 1852 par un astronome italien, il fut le 16e astéroïde répertorié, d'où son nom. Il se démarque parmi les innombrables roches de la ceinture d'astéroïdes grâce à sa composition métallique. Contrairement aux astéroïdes rocheux ou glacés, Psyché semble être principalement constitué de fer et de nickel, avec peut-être des traces d'or et d'autres métaux rares.
Avec un diamètre d'environ 280 km, Psyché n'est pas le plus grand des astéroïdes et reste surpassé par Cérès. Sa taille demeure néanmoins impressionnante. Sa superficie atteint 1605 000 km², soit l'équivalent de l'État de Floride. Les astronomes estiment que jusqu'à 60% de sa surface pourrait contenir des métaux précieux. Les scientifiques pensent également que cet astéroïde pourrait être le noyau mis à nu d'un ancien planétésimal, une protoplanète en cours de formation orbitant autour d'une étoile. Ce corps céleste aurait pu évoluer pour devenir une planète à part entière si une collision cataclysmique ne l'avait pas détruit il y a plusieurs milliards d'années. Si cette hypothèse se confirme, Psyché pourrait nous offrir un aperçu inédit de l'intérieur des planètes telluriques comme la Terre, dont le noyau demeure enfoui sous d'épaisses couches de croûte et de manteaux. Vous vous souvenez de cette sonde spatiale envoyée explorer l'astéroïde? Après avoir quitté la Terre pour se lancer dans cette ambitieuse mission, Psyché parcourra la distance vertigineuse de 3,5 milliards de kilomètres avant d'atteindre son objectif. Ce long périple s'étalera sur près de 6 ans. En mai 2026, elle passera à proximité de Mars et exploitera la gravité de la planète rouge pour s'élancer encore plus profondément dans l'espace. Cette technique, appelée assistance gravitationnelle, augmentera sa vitesse et affinera sa trajectoire vers l'astéroïde. Lorsque Psyché l'atteindra en août 2029, elle entamera une phase d'observation longue de 26 mois, au cours de laquelle elle analysera sa surface, identifiera sa composition et tentera d'en retracer l'histoire. Pour mener à bien cette étude, Psyché est doté d'une panoplie d'instruments de pointe. Parmi eux, un imageur multispectral capturera des clichés haute résolution de la surface de l'astéroïde, permettant ainsi aux scientifiques d'en examiner la texture et la composition. Un spectromètre gamma et neutronique analysera sa structure chimique et déterminera notamment sa teneur en métaux. Un magnétomètre sera chargé de détecter la présence d'un éventuel champ magnétique. Une découverte qui renforcerait l'hypothèse selon laquelle Psyché serait un ancien noyau planétaire. Enfin, un système radio à supra-haute fréquence servira à mesurer le champ gravitationnel de l'astéroïde, fournissant ainsi des indices précieux sur sa structure interne et sa densité. La NASA ne dépêche pas cette sonde pour évaluer la valeur marchande de l'astéroïde en tant que ressource minière, du moins, pas encore. L'objectif principal de la mission est avant tout scientifique. Les chercheurs espèrent y répondre à des questions fondamentales sur la formation et l'évolution des planètes. Cet astéroïde pourrait ainsi nous aider à comprendre comment un matériau en fusion refroidit pour former un noyau planétaire. Une autre question est, pourquoi cet astre n'a-t-il pas réussi à devenir une planète? Son étude pourrait éclairer les raisons pour lesquelles certains corps célestes évoluent en planètes, tandis que d'autres non. Bien que la mission de la NASA soit purement exploratoire, elle a aussi éveillé un intérêt pour l'exploitation minière des astéroïdes. Avec une valeur estimée à 10 trillions de dollars, Psyché pourrait, en théorie, fournir suffisamment de matières premières pour transformer l'industrie terrestre. Une telle entreprise reste hypothétique et ne se concrétiserait pas avant plusieurs décennies, si elle se concrétise un jour. Pourtant, l'idée intrigue. Mais si ces métaux arrivèrent sur Terre, leur abondance pourrait provoquer un effondrement de la valeur des métaux précieux comme l'or, bouleversant ainsi les marchés mondiaux. En parlant de ressources précieuses, d'où viennent l'or, le platine et d'autres métaux rares présents sur Terre? Ces éléments dits sidérophiles ont une origine cosmique tout aussi fascinante que Psyché. Ils sont apparus lors de phénomènes cataclysmiques survenus il y a des milliards d'années, notamment lors de kilonovae, des collisions entre étoiles à neutrons qui projettent dans l'espace d'énormes quantités de métaux. Ces éléments ont ensuite été intégrés au nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance à notre système solaire. Lorsque la Terre s'est formée, la majorité des métaux lourds ont migré vers son noyau riche en fer. Pourtant, certains d'entre eux n'ont pas atteint les profondeurs de la planète. De violents impacts avec des protoplanètes errantes, comme Theia, l'objet de la taille de Mars, qui aurait contribué à la formation de la Lune, ont piégé une partie de ces éléments dans le manteau terrestre. Des modèles informatiques récents expliquent comment cela s'est produit. Après chaque collision majeure, la surface de la Terre se transformait temporairement en un immense océan de magma.
En s'enfonçant à travers cette mer de roches en fusion, les métaux atteignaient une couche partiellement solide qui freinait leur descente et les retenait dans le manteau plutôt que dans le noyau. Ensuite, sous l'effet de la convection thermique, ces métaux sont remontés vers la surface, où ils sont devenus accessibles à l'exploitation minière des milliards d'années plus tard. Si l'attention du public se concentre aujourd'hui sur les métaux de Psyché, il ne faut pas oublier que l'espace recèle bien d'autres trésors. Les scientifiques ont découvert, ou du moins théorisé, l'existence de pierres précieuses dispersées dans l'univers. Prenons l'exemple des diamants. Constitués de carbone pur, un élément omniprésent dans le cosmos, ils se forment sur Terre à de très hautes pressions et températures, profondément enfouis dans le manteau. Or, des conditions similaires peuvent ne se retrouver dans l'espace. Des nanodiamants, qui sont de minuscules cristaux, ont ainsi été identifiés dans certaines météorites. Certaines contiennent même des gaz qui offrent aux chercheurs des indices précieux sur l'histoire du système solaire primitif. Selon certaines théories, il pourrait même pleuvoir des diamants sur Neptune et Uranus. Sur ces géantes glacées, les pressions colossales seraient capables de transformer le carbone en structure cristalline. Par ailleurs, des études suggèrent que certaines exoplanètes, selon leur taille et leur distance à leur étoile, pourraient renfermer des gemmes telles que des rubis ou des saphirs. Même notre Lune possède ses propres minéraux extraterrestres. Des traces de zircon cubique ont été retrouvées dans les échantillons lunaires. L'espace pourrait donc abriter bien plus de trésors que nous ne l'imaginions. Mais revenons à la mission Psyché. Elle pourrait non seulement dévoiler tout le potentiel des ressources spatiales, mais aussi mettre en lumière les défis liés à leur exploitation. Par exemple, extraire des matériaux d'un astéroïde nécessiterait des robots autonomes capables d'évoluer dans des environnements extrêmes. En plus de cela, il faudrait mettre en place des systèmes de transport efficaces pour acheminer ces ressources vers la Terre, ou les traiter directement en orbite. Il serait également crucial de veiller à ce que ces activités ne perturbent ni les écosystèmes terrestres, ni les équilibres de l'espace. Par ailleurs, la question juridique reste un enjeu majeur. Le traité de l'espace de 1967 interdit aux nations de revendiquer la souveraineté d'un corps céleste, mais l'arrivée d'entreprises privées dans la conquête spatiale relance le débat sur la propriété et le partage des ressources. Enfin, l'introduction massive de métaux extraterrestres sur Terre pourrait bouleverser les marchés mondiaux. C'est pourquoi certains experts estiment que ces matériaux devraient plutôt être exploités sur place pour la construction d'habitats, de satellites ou encore de vaisseaux spatiaux. Quoi qu'il advienne de l'exploitation de 16 Psyché, l'exploration de cet astéroïde apportera un éclairage inédit sur la formation du système solaire et les processus qui ont façonné notre planète. Depuis le 1er décembre 2024, la sonde poursuit son périple en suivant l'orbite du Soleil, en route vers sa cible. Ce voyage ne se limite pas à enrichir notre compréhension de l'univers. Il repousse également les limites du possible pour l'humanité dans sa conquête spatiale. Les astéroïdes constituent une menace tangible et préoccupante. Certains atteignent une taille suffisante pour engendrer de terribles conséquences en cas d'impact avec notre planète. Parmi eux, un en particulier fait la une ces derniers jours. 9942 Apophis. Une récente étude a révélé qu'une faible probabilité subsiste pour qu'il entre en collision avec la Terre lors de son passage rapproché en 2029. Mais une question se pose. L'astéroïde survivra-t-il à cette rencontre? Apophis, aussi connu sous le nom d'Apep, la divinité égyptienne incarnant le chaos et la destruction, est aujourd'hui l'un des astéroïdes les plus redoutés. Découvert en 2004, ce corps spatial mesure environ 340 mètres de diamètre, soit une hauteur comparable à celle de la Tour Eiffel. En raison de ses dimensions et de sa trajectoire prévue en 2029, les astronomes le considèrent comme un objet potentiellement dangereux, une catégorie regroupant les astéroïdes et autres corps célestes, s'approchant de la Terre et présentant une taille suffisante pour nécessiter une surveillance rigoureuse. À ce jour, les scientifiques jugent le risque d'impact extrêmement faible, inférieur à une chance sur 1 milliard. Il semble donc raisonnable d'affirmer que notre planète n'est pas en danger. L'astéroïde, en revanche, pourrait en pâtir. Lorsque Apophis frôlera la Terre en 2029, l'intense attraction gravitationnelle qu'il subira pourrait le secouer avec une telle brutalité qu'il éprouvera un phénomène comparable à un tremblement de terre, un véritable astroséisme, en quelque sorte. La force exercée par cette interaction gravitationnelle pourrait provoquer la fragmentation de certaines parties de sa surface, projetant ses débris dans l'espace.
Bien que cet événement ne soit pas synonyme de désintégration totale, il est fort probable qu'Apophis perde une quantité non négligeable de matière au cours de son passage à proximité de notre planète. Une partie de ces fragments pourrait rester en orbite autour de l'astéroïde, tandis que d'autres pourraient dériver vers les confins de l'espace. À long terme, un tel bouleversement risquerait d'affecter sa rotation, modifiant son mouvement ou induisant une inclinaison inédite. Ce phénomène suscite un vif intérêt parmi les chercheurs, car il pourrait offrir des enseignements précieux sur la manière dont les astéroïdes réagissent lorsqu'ils sont soumis à de puissantes forces gravitationnelles. Revenons maintenant à la Terre, quoique nous n'ayons jamais vraiment quitté notre planète. Il se trouve que même si cet astéroïde n'a pas les dimensions nécessaires pour provoquer une extinction massive comme celui qui a anéanti les dinosaures, il demeure suffisamment imposant pour infliger des dégâts majeurs à une métropole en cas d'impact. Il pourrait également entraîner des perturbations climatiques globales. Pour l'heure, les prévisions indiquent qu'Apophis frôlera notre planète à une distance avoisinant les 32 000 km. Cela reste extrêmement proche à l'échelle cosmique, mais suffisamment éloigné pour éviter une collision. Pour mieux situer cette distance, elle représente moins d'un dixième de l'écart séparant la Terre de la Lune. Ainsi, même si un impact semble peu probable, ce passage pourrait perturber certains satellites en orbite terrestre, qui se retrouveront bien plus près d'Apophis que nous. L'élément clé à retenir est que le risque de collision ne pourra être totalement écarté avant plusieurs années. À mesure que l'astéroïde se rapproche, les astronomes suivront avec une attention accrue l'évolution de sa trajectoire, pour s'assurer qu'il ne soit pas dévié par l'effet de l'attraction gravitationnelle terrestre. En réalité, cette force pourrait même induire des transformations importantes au sein d'Apophis lui-même. Bien qu'Apophis ne menace pas directement la survie de l'humanité, un impact avec la Terre engendrerait néanmoins de graves conséquences. L'impact pourrait détruire une ville entière, et les perturbations climatiques qui en découleraient pourraient compromettre l'agriculture sur plusieurs années. Il ne s'agirait certes pas d'un cataclysme d'ampleur planétaire, mais ses répercussions seraient loin d'être négligeables. Apophis n'est d'ailleurs pas l'unique menace d'origine céleste à surveiller. Les scientifiques scrutent en permanence le ciel à la recherche d'autres astéroïdes susceptibles de représenter un danger. Et, grâce aux avancées technologiques récentes, les astronomes sont en mesure de détecter et de suivre ces objets depuis des distances considérables. Une approche innovante consiste à observer les pluies de météores. Celles-ci sont en réalité générées par des comètes à longue période, qui tournent autour du Soleil depuis des siècles, voire des millénaires. En passant à proximité de notre étoile, elles laissent dans leur sillage des particules de poussière et des fragments rocheux qui, lorsqu'ils croisent l'orbite terrestre, donnent naissance à ces pluies fulgurantes. Les scientifiques examinent divers paramètres liés à ces phénomènes, notamment leur vitesse, leur direction et leur provenance. Ces analyses permettent d'identifier l'astéroïde ou la comète d'origine, et surtout d'anticiper la trajectoire de certains objets célestes dangereux bien avant qu'ils ne menacent notre planète. Le projet Legacy Survey of Space and Time, qui sera conduit depuis l'observatoire Vera Rubin au Chili, promet de renforcer ses capacités de détection. Les astronomes prévoient décemment d'élaborer une cartographie précise du ciel, en mettant en évidence les zones où ces pluies de météores sont les plus susceptibles de se produire. Grâce à ces avancées, il sera possible de déterminer quels astéroïdes pourraient constituer un danger pour la Terre à long terme, offrant ainsi un délai suffisant pour concevoir des stratégies d'intervention. Pourtant, même à l'heure actuelle, plusieurs de ces corps célestes représentent une menace sérieuse. Examinons quelques-uns d'entre eux. Prenons l'exemple de l'astéroïde Bennu, découvert par les astronomes en 1999. Cet imposant bloc rocheux, riche en carbone, mesure environ 500 mètres de diamètre, soit une taille équivalente à celle du Shanghai World Financial Center. À ce jour, il constitue la plus grande menace connue pour notre planète. Toutefois, inutile de céder à la panique, une éventuelle collision n'aurait pas lieu avant longtemps. Selon les calculs des scientifiques, la probabilité que Bennu percute la Terre le 24 septembre 2182 est de 0,037%, soit une chance sur 2700. Si un tel impact devait se produire, l'énergie libérée serait d'une ampleur telle qu'elle pourrait raser une vaste étendue. Heureusement, un impact de Bennu ne mettrait pas en péril l'ensemble de la planète. Toutefois, si cet astéroïde venait à frapper une ville, les dégâts seraient catastrophiques. Récemment, la sonde OSIRIS-REx de la NASA a prélevé des échantillons à sa surface, permettant aux scientifiques d'en apprendre davantage sur sa composition et son comportement. Un autre astéroïde mérite également notre attention. Découvert en 1950, il n'a été observé à nouveau qu'en l'an 2000. Les calculs actuels indiquent une probabilité extrêmement faible, une chance sur 34 500,
qu'il percute la Terre le 16 mars 1880. Dans plus de 800 ans, autant dire que je ne m'en fais pas personnellement. En cas d'impact, l'énergie dégagée serait colossale, capable de provoquer une catastrophe d'ampleur planétaire, avec un risque potentiel d'extinction de l'humanité. Un autre astéroïde, repéré bien plus récemment, retient également l'attention des chercheurs. Il a été découvert en octobre 2023 et présente une probabilité infime, une chance sur 181 000, de heurter la Terre le 10 octobre 2119. Impressionnant, ils ont calculé ça au jour près. Si une collision devait avoir lieu, l'énergie libérée serait suffisante pour causer des ravages sur de vastes zones. Malgré la faiblesse de ce risque, il demeure un objet à surveiller. Voici maintenant un astéroïde qui est qualifié de perdu, car il n'a pas été revu depuis 2007, ce qui n'est guère étonnant tant sa trajectoire est incertaine. D'après la NASA, il existerait une possibilité infime, environ 1 sur 10 millions, qu'il frappe la Terre le 3 mars 2030. Si un tel événement se produisait, l'impact provoquerait des dégâts considérables à l'échelle régionale. Enfin, un dernier vagabond de l'espace mérite d'être mentionné. Son observation remonte à 1979, et les scientifiques estiment qu'il y a une probabilité infime, 1 sur 1,8 million, qu'il percute notre planète le 14 décembre 2113. À noter dans vos agendas, si l'impact devait survenir, les dégâts seraient importants, mais l'humanité devrait y survivre. Bien que la probabilité d'une collision avec un astéroïde demeure faible, les conséquences d'un tel événement pourraient être désastreuses. C'est pourquoi les chercheurs redoublent d'efforts pour surveiller ces objets et anticiper leur trajectoire. Grâce aux progrès technologiques, nous sommes désormais en mesure de repérer plus tôt les objets menaçants et d'en suivre l'évolution avec plus de précision, ce qui nous laisse une marge de manœuvre pour élaborer des stratégies de protection. Des centaines de millions de rochers gravitent autour du Soleil dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Mais seuls certains d'entre eux s'approchent relativement près de la Terre. La NASA classe les astéroïdes en orbite à moins de 48 millions de kilomètres de notre planète, dans la catégorie des objets géocroiseurs. Dans ce groupe, certains objets sont particulièrement inquiétants. Ils sont si gros et orbitent si près de notre planète qu'ils pourraient constituer une véritable menace pour le monde en cas de collision directe. À l'heure actuelle, la NASA surveille de près un astéroïde nommé Bennu. Il s'agit d'un objet spatial de taille relativement importante qui pourrait heurter notre planète dans 159 ans. Selon les experts, l'astéroïde, qui a été repéré pour la première fois en 1999, risque fort de dériver dans l'orbite de notre planète. Si cela se produit, il pourrait entrer en collision avec la Terre le 24 septembre 2182. On pense que l'astéroïde Bennu est plus grand que l'Empire State Building. S'il venait frapper notre planète, la collision libérerait 1200 mégatonnes d'énergie. C'est une énorme quantité d'énergie, rien de ce qui est construit sur Terre ne peut en produire autant. Les scientifiques de la NASA pensent qu'au cours de son survol du 22e siècle, l'astéroïde pourrait passer à travers un trou de serrure gravitationnelle. Cette zone placerait notre voyageur de l'espace sur une certaine trajectoire, ce qui pourrait le conduire à s'écraser sur la Terre. Bennu s'approche de notre planète tous les 6 ans. Il a frôlé la Terre à 3 reprises, en 1999, en 2005 et en 2011. Aujourd'hui, les scientifiques estiment à 1 sur 2700 la probabilité que l'astéroïde heurte notre planète d'ici 2182. Une personne a 5 fois moins de chances d'être touchée par la foudre. Même si les risques de collision entre Bennu et la Terre sont pour l'instant assez faibles, ce caillou spatial a tout de même été classé dans la catégorie des astéroïdes potentiellement dangereux. Tout cela parce qu'il pourrait s'approcher à 7,5 millions de kilomètres de la Terre. C'est la raison pour laquelle il est également classé comme objet géocroiseur. Bennu est un astéroïde riche en carbone qui s'est formé au cours des 10 premiers millions d'années de l'histoire du système solaire. C'est-à-dire il y a environ 4 ou 5 milliards d'années. Il n'est donc pas étonnant que ce corps spatial recèle de précieux indices sur l'origine et le développement des planètes rocheuses de notre système solaire, à savoir Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mieux encore, il pourrait contenir des molécules organiques similaires à celles qui sont indispensables à l'apparition de la vie. En 2020, la sonde OSIRIS-REx de la NASA a réussi à toucher brièvement la surface de l'astéroïde. Elle en a recueilli quelques échantillons et s'est ensuite éloignée. Pour la NASA, ce fut la première mission de ce type.
Mais vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que Bennu n'est pas le seul astéroïde dont nous devrions nous préoccuper. L'astéroïde 92942 Apophis est un autre corps spatial dont nous devons nous méfier. Il s'agit d'un objet géocroiseur d'environ 335 mètres de diamètre. Il a été découvert en 2004 et a d'abord été considéré comme l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais détectés. Apophis a très vite gagné en notoriété. On pensait qu'il représentait une menace sérieuse pour la Terre. Les experts ont prédit qu'il s'approcherait dangereusement de notre planète en 2029. Heureusement, après un examen plus approfondi d'Apophis et de son orbite, les astronomes ont conclu qu'il n'y avait aucun risque que l'astéroïde entre en collision avec notre planète avant au moins un siècle. Le risque d'impact de 2029 a été totalement écarté, de même que l'impact potentiel qui pourrait être provoqué par le rapprochement de l'astéroïde en 2036. Il est intéressant de noter que jusqu'en mars 2021, il y avait encore un petit risque de collision en 2068. Mais Apophis a ensuite survolé la Terre. Et les astronomes en ont profité pour utiliser de puissants radars afin d'estimer plus précisément l'orbite de l'astéroïde autour du Soleil. Cela leur a permis d'écarter tout risque d'impact pour les 100 prochaines années au moins. La raison pour laquelle de telles découvertes nous inquiètent tant est que même un astéroïde relativement petit, de la taille d'une maison, pourrait faire des ravages en entrant en collision avec notre planète. Alors, quand un astéroïde mesure plus d'1 kilomètre de diamètre, on parle d'un destructeur de planètes. L'énergie dégagée par l'impact d'un tel astéroïde serait dévastatrice. C'est pourquoi il est essentiel de savoir où se trouvent ces astéroïdes et dans quelle direction ils se déplacent. Le problème est que notre capacité à protéger la planète des impacts d'astéroïdes n'est pas encore optimale. Si une telle catastrophe était sur le point de se produire, nous aurions besoin de beaucoup de temps pour nous préparer. Une collision avec un astéroïde était quelque chose de sérieux. Le cratère de Chicxulub est probablement le site d'impact d'astéroïdes le plus célèbre. Il témoigne de la terrifiante collision qui a entraîné l'extinction des dinosaures. Curieusement, ce cratère n'est pas très visible, mais d'autres le sont. Par exemple, le cratère Barringer en Arizona, qu'on appelle aussi le Meteor Crater. Quand on pense à la collision qui l'a fait naître, on a froid dans le dos. Quoi qu'il en soit, nous savons désormais que des rochers spatiaux ont non seulement frappé la Terre, mais aussi la Lune, Mercure et Mars. Aucune planète rocheuse du système solaire n'est à l'abri des impacts d'astéroïdes. C'est pourquoi il existe toute une entreprise scientifique dont l'objectif est de trouver et de cataloguer les astéroïdes du système solaire. Cela peut sembler un peu effrayant, mais il y a environ 25 000 astéroïdes de plus de 140 mètres de diamètre près de l'orbite de notre planète. Un tel astéroïde est suffisamment gros pour rayer une ville entière de la surface de la Terre. Jusqu'à présent, moins de 50% de ces astéroïdes ont été détectés. On estime également à 230 000 le nombre d'objets d'une taille égale ou supérieure à 49 mètres. Ces objets sont capables de détruire une zone urbaine concentrée. Et pourtant, moins de 8% d'entre eux ont été détectés. Il existe également des dizaines de millions d'objets géocroiseurs plus petits. Ils mesurent plus de 10 mètres de diamètre et peuvent causer des dommages à la surface. Moins d'1% de ces petits corps spatiaux ont été découverts jusqu'à présent. Notre système solaire interne pose d'énormes problèmes pour la recherche d'astéroïdes. Chaque nuit, il n'y a que 2 créneaux de 10 minutes pendant lesquels les astronomes peuvent observer la région. La raison en est que le Soleil crée une lumière de fond éblouissante. En outre, l'atmosphère de notre planète déforme et brouille les images. Repérer des astéroïdes dans de telles conditions dépasse les capacités de la plupart des télescopes. Nous avons besoin d'un instrument vraiment unique pour accomplir cette tâche. L'outil de prédilection est la Dark Energy Camera de l'Observatoire interaméricain de Cerro Tololo au Chili. Cet appareil n'a pas été conçu pour chercher des astéroïdes. Les chercheurs l'ont construit pour détecter quelque chose de plus insaisissable encore. L'énergie noire, la force mystérieuse qui régit l'expansion de l'univers. La 2CAM est censée observer des centaines de millions de galaxies. Elle est donc à la fois large et profonde. Ainsi, elle peut observer l'univers en profondeur et capturer un large champ de vision, ce qui lui permet d'enregistrer les mouvements des galaxies et de nous renseigner sur les conditions qui prévalaient au début de l'univers.
mais cela signifie également que la DECAM est parfaitement adaptée au repérage des astéroïdes près du Soleil. Les astéroïdes intérieurs sont rares, et des images profondes sont nécessaires, car ces objets sont peu lumineux. Les scientifiques doivent pouvoir lutter à la fois contre la luminosité du ciel crépusculaire près de notre étoile et contre l'effet déformant de l'atmosphère terrestre. Et la DECAM peut les aider dans cette tâche. La Dark Energy Camera a été construite pour étudier l'énergie noire, une mission qui s'est achevée en 2019. Aujourd'hui, les astronomes peuvent utiliser la puissance de cet appareil pour d'autres missions. Ils affirment que le relevé effectué par la DECAM est le plus précis jamais réalisé en ce qui concerne les objets situés à proximité des orbites de Vénus et de notre planète. Grâce à elle, nous pourrons savoir quel type d'objets se déplacent à l'intérieur de notre système solaire. Les astéroïdes qui volent autour de nous ressemblent parfois à une féroce partie de balle aux prisonniers où l'on ne sait jamais quand l'un d'entre eux peut foncer dans notre direction. Alors on ne peut qu'observer la situation et à espérer que tout ira pour le mieux. Pour évaluer le risque, les scientifiques de différentes organisations doivent étudier la position et la trajectoire des astéroïdes qui s'approchent de notre planète, en particulier ceux qui ont une largeur d'au moins 1 km. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ces astéroïdes ne nous touchera probablement avant au moins 1000 ans. Ouf! Pour nous donner une idée de leur puissance, des scientifiques ont réalisé une expérience pour simuler l'impact d'un astéroïde aussi gigantesque. L'énergie libérée par la collision serait de l'ordre de 100 000 mégatonnes. Cela équivaut à faire exploser 15 000 tonnes de dynamite. De plus, si un astéroïde de cette taille nous frappait, la Terre se refroidirait considérablement à cause de tous les débris qui pénétreraient dans l'atmosphère et bloqueraient la lumière du Soleil. Dans ce cas, les plantes ne pourraient plus obtenir ce qui les nourrit, ce qui nous mettrait donc tous en difficulté, les humains comme les animaux. Heureusement, les impacts d'astéroïdes aussi gigantesques sont assez rares. Plus un astéroïde est gros, plus il met de temps à entrer en collision avec la Terre. Par exemple, on estime que les astéroïdes d'un diamètre d'au moins 1 km percutent notre planète environ une fois tous les 700 000 ans. Quant aux astéroïdes encore plus gros, d'une largeur de 5 km, on estime qu'ils ne s'écrasent qu'une fois tous les 30 millions d'années. Youpi! Mais attends, ne te détends pas trop vite. Les astronomes se concentrent sur les très gros astéroïdes, parce que ce sont ceux qui peuvent en quelque sorte condamner notre planète s'ils nous percutent. Oui, tu as tout compris, un peu à la manière des dinosaures. Même si l'un d'entre eux ne nous détruit pas complètement, les dégâts seraient tout de même énormes. Il y a donc encore des astéroïdes qui errent dans les parages, et que nous devons surveiller pour voir comment ils pourraient évoluer au fil du temps. Les scientifiques disposent d'un modèle de suivi qui leur permet de se concentrer sur les parties de la trajectoire d'un astéroïde qui s'approche de notre planète afin de déterminer si le caillou spatial présente un risque pour nous. Il semblerait qu'un astéroïde, 7482, 1994 PC1, de 1100 mètres de diamètre puisse présenter un certain danger. Il est censé se rapprocher de notre planète dans les 1000 prochaines années. Et quand je dis risqué, cela signifie qu'il y a 0,0151% de chance qu'il s'approche à moins d'une distance Terre-Lune. Elle était déjà passée près de nous en 2022, mais nous avons eu de la chance car elle était assez loin, 1,9 million de kilomètres. Je dirais que nous pouvons nous détendre en ce qui concerne les scénarios d'astéroïdes, pour l'instant. L'impact d'un astéroïde sur la Terre serait une nouveauté pour l'humanité, mais pas pour la planète elle-même. Comme je l'ai dit, ces gros astéroïdes n'ont pas été nombreux jusqu'ici, mais ils ont tout de même eu d'énormes conséquences. Le premier qui vient à l'esprit de la plupart des gens est, bien sûr, l'astéroïde dinosaure, gros comme une montagne, qui a frappé notre planète il y a environ 66 millions d'années, près de la péninsule mexicaine du Yucatan. C'était chaotique. Des tempêtes de feu et des tsunamis se sont produits partout dans le monde. La poussière a bloqué le soleil et la roche vaporisée a libéré du soufre, ce qui a entraîné des pluies acides et l'acidification des océans. Mais il y a eu un autre phénomène encore plus important avant celui-ci. Il y a environ 2 milliards d'années, un gigantesque astéroïde s'est écrasé sur notre planète et a laissé un énorme cratère en Afrique du Sud. Celui que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de cratère de Vredefort. Il semblerait que cet astéroïde ait été encore plus gros que ceux que nous pensions au départ, puisqu'il était 2 fois plus imposant que la roche spatiale qui a fait disparaître les dinosaures. Le cratère de Vredefort est confirmé comme étant le plus grand cratère visible sur Terre, avec un diamètre d'environ 159 km. Mais il était encore plus grand à l'époque où il s'est formé, peut-être même de 250 à 280 km de diamètre.
Il est difficile de déterminer sa taille réelle, car le cratère s'érode depuis 2 milliards d'années. C'est un peu comme si l'on découpait des couches sur le bord d'un bol. Le diamètre se réduit à chaque fois. Lorsque l'astéroïde, large de 12 km, qui a anéanti les dinosaures, a frappé la Terre il y a environ 66 millions d'années, il a provoqué des destructions massives. Incendies de forêt, pluies acides, tsunamis, et tellement de cendres et de poussière qu'il a modifié le climat de la Terre. Tout cela a entraîné l'extinction d'environ 75% de la vie sur notre planète. L'astéroïde qui a créé le cratère de Vredefort était non seulement plus gros, mais il s'est également déplacé à une vitesse plus élevée, ce qui signifie que les conséquences ont dû être encore plus graves. Mais cela s'est passé il y a vraiment longtemps, et les êtres vivants étaient différents à l'époque. Il s'agissait peut-être de simples bactéries qui n'ont même pas remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. La Terre n'est pas la seule à être touchée. De nombreux impacts se sont également produits dans notre système solaire. Par exemple, dans notre voisinage immédiat, allons voir Mercure et son énorme cratère, le bassin Caloris. Il mesure environ 1500 km de diamètre, soit plus que l'État du Texas. Un anneau de montagnes imposantes entoure le cratère, ce qui le rend encore plus impressionnant. L'image mosaïque du bassin de Caloris présente différentes couleurs. Elles nous en disent plus sur la géologie du bassin. Les parties oranges représentent la lave qui a autrefois inondé le bassin. Ce coulées de lave ont recouvert la surface d'origine et lui ont donné cette teinte orangée si spécifique. Après que la lave a inondé le bassin de Mercure, des cratères plus petits se sont formés au-dessus de la surface de la lave. Ces cratères ont creusé le sol et découvert les matériaux cachés sous la lave. Certains de ces matériaux sont de couleur bleue. Ce matériau bleu pourrait être un indice de ce à quoi ressemblait le sol original du bassin avant que la lave ne le recouvre. Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire, possède une atmosphère épaisse qui s'accompagne d'un système de défense efficace contre les roches spatiales. Elle est si dense qu'elle brûle la plupart des météores avant même qu'ils n'atteignent sa surface. Par conséquent, les cratères visibles sur Vénus sont moins nombreux que sur les autres planètes rocheuses du système solaire. Mais Vénus présente encore quelques cicatrices qui peuvent nous renseigner sur les graves impacts qui s'y sont produits. L'une des plus grandes cicatrices que nous connaissons est le cratère Meade. Il est énorme, avec un diamètre d'environ 273 km. Le fond intérieur de ce cratère est relativement plat et plus brillant que les alentours. Il est possible que le cratère ait été rempli d'un mélange de roches fondues après l'impact, voire de lave provenant de l'activité volcanique de Vénus. Tu veux avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler la Terre sans sa couche protectrice appelée atmosphère? Il suffit de jeter un coup d'œil à la Lune, dont la surface est parsemée de cratères d'impact. Ce Tycho est l'un des cratères que l'on remarque facilement sur la Lune. Lorsque tu regardes la pleine Lune, tu peux le repérer comme un cercle distinct, avec des rayons lumineux qui irradient vers l'extérieur, légèrement décentrés sur le côté inférieur gauche de la Lune. Ce cratère, d'une largeur de 85 km, possède un magnifique pic central surmonté d'un bloc rocheux intrigant. La taille de ce bloc est impressionnante. Il remplirait environ la moitié d'un pâté de maison sur Terre. Lorsque l'on parle de cratère, il ne faut surtout pas oublier Mars. L'atmosphère de la planète rouge est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Lorsque les vaisseaux spatiaux s'approchent de Mars, ils comptent sur l'atmosphère de la planète pour les ralentir lorsqu'ils y pénètrent. Et en effet, l'atmosphère contribue à ralentir les vaisseaux spatiaux lors de l'atterrissage. Mais elle n'est pas encore assez épaisse pour protéger complètement Mars de toutes les roches spatiales qui arrivent en permanence. De juillet à septembre 2018, une tache sombre est apparue sur le pôle sud de Mars. Elle se compose de deux motifs distincts. Selon une théorie, le plus grand motif de souffle, de couleur plus claire, peut être le résultat d'une onde de choc d'impact décapant la surface de glace. L'impact a généré des vents qui se sont étendus et ont érodé la glace. Le modèle d'explosion interne, de couleur plus foncée, est dû au fait que l'objet ayant subi l'impact a réussi à pénétrer dans la fine couche de glace. En heurtant la surface, il a projeté du sable foncé et des débris dans toutes les directions. La NASA a lancé une sonde spatiale directement vers le Soleil. Il s'agit de l'objet conçu par l'homme le plus rapide jamais fabriqué, capable de franchir la distance entre Philadelphie et Washington, D.C., en une seule seconde. La sonde solaire Parker a pour mission d'analyser les phénomènes extrêmes de notre étoile. Les scientifiques avertissent que de gigantesques tempêtes solaires sont inéluctables et pourraient avoir des conséquences désastreuses pour notre planète. La sonde s'est rapprochée du Soleil 7 fois plus que toute autre mission antérieure. Elle a accompli cette prouesse lors de son 22e passage à proximité de l'étoile
depuis son lancement en 2018. En raison de sa masse colossale, le Soleil exerce une gravité phénoménale, comparable à l'attraction d'un immense aimant. Au fil de ses orbites autour du Soleil, la sonde exploite la gravité pour accroître progressivement sa vitesse et atteindre des sommets vertigineux. Lorsqu'elle s'est aventurée au plus près de la couronne solaire, la couche externe de l'atmosphère du Soleil, elle a dû résister à des températures avoisinant les 1400 degrés Celsius, de quoi liquéfier de nombreux métaux. Elle était protégée de cette chaleur extrême et des radiations solaires par un bouclier en carbone de 11 cm d'épaisseur, garantissant ainsi le bon fonctionnement de ses instruments, maintenus à une température proche de celle d'une pièce ordinaire. Les chercheurs ont consenti à ces efforts considérables dans l'espoir d'élucider une énigme scientifique qui les intrigue depuis longtemps. La surface du Soleil est déjà brûlante, mais en s'éloignant vers la couronne solaire, la température grimpe inexplicablement jusqu'à plusieurs millions de degrés. Ce paradoxe thermique, qui défie la logique, pourrait enfin trouver une explication grâce aux données recueillies par la mission. Elle vise également à approfondir notre compréhension du vent solaire. Le Soleil émet en permanence des particules énergétiques et chargées dans l'espace, formant un flux continu semblable à une brise électromagnétique. Lorsque ce vent atteint la Terre, il engendre de spectaculaires aurores polaires. Plus l'activité solaire est intense, plus ces phénomènes lumineux sont visibles loin vers le sud. Notre étoile suit des cycles naturels d'environ 11 ans qui influencent directement ces manifestations célestes. Cette activité oscille entre des phases d'intensité faible et élevée. Actuellement, nous sommes en période de maximum solaire, le point culminant de ce cycle. C'est pourquoi, en 2024, des aurores spectaculaires ont été observées dans des régions inhabituelles. Toutefois, cette intensification peut engendrer des éjections de particules chargées et d'énergie susceptibles de perturber des infrastructures comme les systèmes radio, les satellites et même le GPS. Ce phénomène représente un danger pour les astronautes, bien plus exposés que nous qui bénéficions de la protection terrestre. Les humains ne percevraient pas directement la déformation du champ électromagnétique de la planète causée par ce rayonnement, mais les réseaux électriques y sont extrêmement vulnérables. En l'absence de réaction rapide, cet afflux d'énergie risque de saturer les transformateurs électriques à l'échelle mondiale, provoquant des pannes généralisées. Une telle perturbation survenant lors d'une catastrophe naturelle, comme un ouragan ou une tornade, pourrait gravement compliquer les opérations de secours en rendant les communications encore plus difficiles et en compromettant les efforts pour sauver des vies. C'est pourquoi il est primordial de perfectionner notre capacité à anticiper ces phénomènes, appelés météo spatiales. Cette tâche est ardue, car contrairement aux séismes, aux inondations ou aux éruptions volcaniques, ces tempêtes solaires ne laissent aucune trace matérielle. Les seules dont nous ayons une véritable connaissance remontent à 1859 et 1921. La première, connue sous le nom d'événement de Carrington, fut d'une intensité telle qu'elle provoqua des étincelles sur les lignes télégraphiques. Les aurores furent observables jusqu'à des latitudes proches de l'équateur. À cette époque, les scientifiques utilisaient un papier photosensible pour enregistrer l'activité solaire. Lors de cet événement, les relevés dépassèrent littéralement les limites des instruments de mesure. L'ampleur du phénomène reste encore mal comprise aujourd'hui. La tempête géomagnétique de mai 1921, quant à elle, causa d'importantes perturbations, mettant hors service les réseaux télégraphiques aux États-Unis, en Europe et jusqu'à l'hémisphère sud. Paradoxalement, cette tempête amplifia temporairement la portée des transmissions radio, leur permettant de voyager bien au-delà de leur portée habituelle. À l'époque, le faible nombre de radios limitait l'intérêt de ce phénomène. Le véritable problème fut l'ampleur des dégâts subis par le réseau électrique américain. En 1859 et 1921, la technologie n'occupait pas une place aussi centrale dans la vie quotidienne qu'aujourd'hui. Si une tempête de cette envergure survenait à notre époque, les conséquences pourraient être infiniment plus désastreuses. Des chercheurs néo-zélandais spécialisés en météorologie spatiale développent des simulations pour anticiper et atténuer ces risques. L'une des approches envisagées consiste à étudier d'autres étoiles similaires au Soleil dans l'espace. L'analyse de données issues de milliers d'astres, et non d'un seul, permettrait d'obtenir un tableau plus précis des phénomènes en jeu. Jusqu'à présent, plusieurs missions ont été lancées ou sont en préparation, en complément de la sonde solaire Parker. Le satellite GOES-19 2024, l'orbiteur solaire de l'ESA 2020 et le satellite Space Weather Follow-On 2025. Parallèlement, la NASA poursuit un autre projet, le déploiement d'Endurance, un engin lunaire robotisé à la puissance décuplée.
Sa mission principale consistera à collecter des échantillons provenant de sites stratégiques que les astronautes du programme Artemis récupéreront ultérieurement. Ces échantillons seront disséminés dans le plus vaste bassin d'impact de la Lune, le bassin pôle Sud-Aitken, qui s'étend sur près de 1900 km. La dispersion des sites de prélèvement, séparés de centaines de kilomètres, impose à Endurance d'être bien plus avancé que Perseverance, l'actuel rover le plus sophistiqué de la NASA. Endurance devra parcourir une distance 100 fois supérieure, rouler 10 fois plus vite et collecter une masse d'échantillons 200 fois plus importante. Il sera aussi le premier rover planétaire capable d'opérer de nuit. Placé sur la face cachée de la Lune, où les communications avec la Terre et les données de surface seront limitées, il devra naviguer de manière autonome entre les différents sites d'échantillonnage et prendre ses propres décisions dans un environnement hostile. Une fois parvenu à destination, il adoptera une approche plus conventionnelle pour l'exécution de ses tâches. Les scientifiques d'Alpo sur Terre joueront un rôle actif en dirigeant le rover dans l'exploration des sites et la collecte d'échantillons. Ils assureront également un suivi constant de ses performances en analysant sa télémétrie, c'est-à-dire les données qu'il transmet, notamment son état de fonctionnement. En cas d'usure détectée sur un composant ou d'un dysfonctionnement, ils ajusteront les opérations afin de garantir le bon déroulement de la mission. Ce projet nécessitera des investissements colossaux, probablement bien supérieurs aux 450 millions de dollars déjà engloutis par la mission lunaire Viper, avant son annulation par la NASA. Tandis qu'Endurance est encore en phase de conception, le module d'atterrissage lunaire Blue Ghost est déjà en route pour la Lune. Sa mission principale est la recherche. Durant 25 jours, il évoluera en orbite terrestre pour effectuer des mesures et guetter le moment opportun pour se propulser vers la Lune. Après 4 jours de transit, il se placera en orbite lunaire pour une période de 16 jours, durant laquelle il collectera de nouvelles données. Il descendra ensuite dans l'un des plus vastes bassins lunaires, Mare Crisium, où il restera une journée lunaire, soit 14 jours terrestres. Ces instruments mesureront les températures du sous-sol, les niveaux de radiation et d'autres paramètres essentiels. En fin de mission, Blue Ghost capturera des images du coucher de soleil lunaire. Conçu sans capacité de retour vers la Terre, il accomplira quelques tâches finales avant de s'éteindre définitivement à la tombée de la nuit. Dans le cadre d'un autre projet spatial ambitieux, la NASA a sélectionné une équipe d'ingénieurs en aérospatial de l'Université de Floride pour mener le programme GERATIS, Gravitational Reference Advanced Technology Test in Space. Ce projet, doté d'un budget de 12 millions de dollars, vise à améliorer le suivi des mouvements des plaques tectoniques et des océans terrestres grâce à des observations spatiales. GERATIS sera équipé de capteurs ultra performants capables de détecter les moindres variations gravitationnelles à l'échelle nanométrique, soit 1 milliardième de mètre. Ces données permettront d'affiner la surveillance des sécheresses, d'évaluer les réserves d'eau souterraines et d'analyser les fluctuations du niveau des océans. Le lancement est prévu aux alentours de 2027 à bord d'une fusée, SpaceX Falcon 9. Imaginez un objet d'une puissance telle qu'il pourrait désintégrer tous les atomes de votre corps en une fraction de seconde. Cette chose file à travers l'espace sans bruit, ni morte, ni vivante, mais quelque part entre les deux. Si ce monstre terrifiant se dirigeait vers la Terre, nous serions condamnés. Alors, qu'en est-il? Les astronomes ont découvert un objet spatial rapide et puissant qui traverse notre galaxie, la Voie lactée, à plus de 167 000 km/h. C'est bien plus rapide que la fusée la plus rapide jamais construite. Cet objet spatial étrange a reçu le nom d'étoile zombie. La raison, c'est qu'il s'agit du résidu d'une étoile morte il y a très longtemps, mais qui bouge pourtant encore. Cette étoile zombie fait partie de la catégorie des magnétars. Une boule minuscule et super lourde. Elle fait la taille d'une ville, mais est plus lourde que le Soleil. Cela en fait l'un des objets les plus denses de l'espace. Seuls les trous noirs le sont davantage. N'oublions pas de parler de moi. Les magnétars ont également un champ magnétique incroyablement puissant. Celui de notre zombie est 100 billions de fois plus puissant que celui de la Terre. Tellement puissant même que si ce magnétar s'approchait de la Terre, il effacerait d'un seul coup toutes les cartes de crédit de la planète. Fini les petites emplettes. En outre, si une personne s'approchait trop près d'un magnétar, à environ 965 km plus ou moins, ses atomes en seraient aussitôt désintégrés. Et fini, là encore, les petites emplettes. Heureusement, ce magnétar est très loin de nous et n'est pas près de s'approcher. Lorsqu'il a été découvert pour la première fois, il se trouvait à environ 15 000 années-lumière de la Terre.
C'est une distance énorme, vous n'avez donc pas à vous inquiéter de voir vos atomes partir en feu d'artifice pour le moment. Les astronomes ont repéré ce magnétar zombie pour la première fois en 2008. Et comme seulement une trentaine de magnétars sont connus dans notre galaxie, c'était un vrai coup de chance. Les scientifiques ont utilisé des télescopes spatiaux comme Hubble et Gaia pour l'observer. Et ils ont découvert qu'il se déplaçait beaucoup plus rapidement qu'ils ne le pensaient. À présent, les astronomes essaient de comprendre comment cette étoile zombie a reçu une telle impulsion. Au début, ils pensaient que, comme la plupart des magnétars, celui-ci était issu de l'explosion en supernova d'une étoile géante, le noyau de celle-ci devenant une étoile à neutrons super dense. Selon leur théorie, cela aurait pu se produire près d'un objet qui porte le nom de rémanent de supernova HB9. C'est tout à fait plausible, car la plupart des magnétars sont créés de cette manière. Mais en suivant son mouvement, ils ont aussi découvert que notre étoile zombie se déplaçait trop rapidement et allait dans la mauvaise direction pour provenir de HB9. Ils ont donc retracé son parcours sur plusieurs milliers d'années, mais n'ont toujours pas pu identifier l'étoile explosive ni la masse stellaire dont elle pourrait être issue. Cela signifie que les scientifiques ont maintenant un mystère de plus à résoudre. D'où vient cette étoile zombie et comment a-t-elle été formée ? Selon l'une de leurs hypothèses, elle proviendrait en réalité d'une naine blanche, le noyau restant d'une étoile de la taille de notre Soleil après l'épuisement de tout son carburant. Normalement, lorsque les naines blanches explosent, elles sont complètement détruites. Mais dans de rares cas, au lieu de se désintégrer, la naine blanche s'effondre sur elle-même et se transforme en étoile à neutrons. Cette étoile à neutrons peut alors devenir un magnétar. Cette exceptionnelle formation de magnétars nous renseigne aussi un peu sur une autre grande énigme, les sursauts radio-rapides, ou FRB. Il s'agit de flashs très rapides et puissants, d'énergie radio provenant de l'espace profond. Certains FRB viennent de galaxies si anciennes qu'on s'étonne qu'elles puissent encore contenir des étoiles capables d'exploser. Mais si les magnétars peuvent naître de l'effondrement de naines blanches, cela pourrait expliquer comment ces FRB continuent de survenir. Quoi qu'il en soit, comprendre comment se forment les magnétars pourrait nous permettre d'expliquer de nombreux événements étranges et puissants que nous observons dans l'univers. Cependant, l'enquête se poursuit et aucune réponse n'a encore été trouvée. Les étoiles zombies qui errent à travers l'univers ne sont pas le seul mystère qu'il nous reste à résoudre. En voyageant à travers le cosmos, vous pourriez tomber sur un étrange objet qui ne ressemble à rien. À une distance de 700 millions d'années-lumière de la Terre, il y a un trou, un vide contenant un tout petit nombre de galaxies. Cette région est à peu près sphérique et fait environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Elle pourrait contenir notre galaxie, la Voie lactée. Des milliers et des milliers de fois, c'est le mystérieux vide du Bouvier, ou grand vide. Vous voyez, les galaxies sont comme des toiles géantes. La plupart d'entre elles font partie de longues structures appelées filaments. Ceux-ci se déploient à travers le cosmos, et lorsqu'ils se rencontrent, ils forment des régions à forte concentration de galaxies. Ces régions sont ce que nous connaissons sous le nom d'amas de galaxies. Mais entre ces amas et ces filaments, il y a d'énormes vides dans lesquels ne se trouvent que très peu de galaxies. Ces vides constituent presque 80% de l'univers observable, et la plupart d'entre eux sont immenses, de 30 à 300 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs. Il a même remporté le titre de supervide. Les astronomes pensent qu'il pourrait être le résultat de la fusion de plusieurs vides plus petits. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces gigantesques zones vides ? Nous pourrions trouver une explication dans l'origine de l'univers. Dans ces premiers jours, je n'étais pas encore né, moi. Toute la matière de l'univers était rassemblée de manière assez compacte. Les astronomes pensent même que nous avions là une espèce de soupe uniforme. Mais bientôt, des fluctuations quantiques aléatoires ont commencé à distribuer toute cette matière. Certaines zones sont devenues plus denses et leur attraction gravitationnelle est devenue plus forte. Elles ont commencé à voler de la matière aux régions moins denses. Résultat, elles sont devenues encore plus denses et elles ont attiré de plus en plus de matière. Parallèlement, de petits amas se sont mis à s'éloigner du centre, formant des galaxies. Si vous pouviez visiter l'amas stellaire qui porte le nom de Palomar 5, vous oublieriez à peu près tout des vides, des supervides, et même des étoiles zombies. Au lieu de cela, il vous faudrait vous concentrer sur votre survie, car la région cache, en son sein, un essaim de plus de 100 trous noirs. Et ces trous noirs ne sont pas simplement là à ne rien faire. Ils travaillent, façonnant l'amas en permanence. Palomar 5 est un groupe d'étoiles situé à environ 80 000 années-lumière de la Terre. Normalement, des amas comme celui-ci sont plutôt denses, avec des étoiles toutes serrées les unes contre les autres.
Mais Palomar 5 est différent. Il est étendu et possède une énorme queue d'étoiles qui s'étire sur 30 000 années-lumière. Cette magnifique queue porte le nom de courant stellaire. C'est comme si les étoiles ruisselaient de l'amas, créant une longue rivière de lumière. Les courants stellaires comme celui-ci sont rares et difficiles à étudier. Les amas globulaires comme celui-ci sont extrêmement vieux. Certains sont presque aussi anciens que l'univers lui-même. Mais Palomar 5 se distingue également par le fait qu'il est le seul amas à posséder encore un courant stellaire, du moins à notre connaissance. Et ce sont les trous noirs présents au sein de l'amas qui pourraient être responsables de cela. Ils exercent en effet une attraction sur les étoiles, perturbant leurs orbites et les projetant vers l'extérieur, ou devrais-je dire les propulsant, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ces étoiles composent le courant stellaire. Au fil du temps, de plus en plus d'étoiles sont expulsées. Palomar 5 a bien plus de trous noirs que prévu. Environ 20% de la masse de cet amas est constituée de trous noirs. Il y en a plus de 100, chacun ayant environ 20 fois la masse de notre Soleil. Bien sûr, Palomar 5 ne durera pas éternellement. Dans environ 1 milliard d'années, il se désintégrera complètement. À ce moment-là, toutes ces étoiles auront disparu, ne laissant derrière elles que les trous noirs. Ceux-ci orbiteront autour de la Voie lactée, tel un vestige fantomatique. Bien que cet amas soit relativement effrayant, il existe quelque chose d'encore plus inquiétant dans l'espace observable. Les épais nuages de gaz et de poussière appelés nébuleuses. L'une des plus étranges est probablement NGC 2392, située à 5000 années-lumière de la Terre dans la constellation des Gémeaux. Elle a été découverte il y a plus de 200 ans et est devenue célèbre en raison de sa curieuse apparence. C'est essentiellement un disque de matière avec un anneau d'objets en forme de comète. Les queues de ces objets s'éloignent de l'étoile située au centre de la nébuleuse. Les bandes oranges dans la partie externe du nuage s'étendent sur des années-lumière dans toutes les directions. Le centre ressemble à une pelote de ficelle, mais en réalité, c'est une bulle de matière projetée dans l'espace par le vent de matière produit par l'étoile centrale. Incroyable.